Le comité interministériel à la ville, tenu en janvier 2021, a appelé à relancer les plans locaux de lutte contre les discriminations, qui visent à lutter contre les discriminations vécues par les habitants et habitantes des quartiers prioritaires de la politique de la ville. En parallèle, le gouvernement a lancé une démarche nationale de concertation citoyenne sur les discriminations et a appelé à trouver des solutions. En principe, les plans de lutte contre les discriminations sont obligatoires depuis 2014, et pourtant tous les contrats de ville n'en sont pas pourvus. Ces plans territoriaux s'appuient traditionnellement sur une objectivation des discriminations vécues sur le territoire, à partir d'un état des lieux ou d'un diagnostic impliquant notamment les habitants et les acteurs des quartiers. Pour ceux qui initient ces démarches, une question se pose, celle de l'échelle du plan. En pratique, les échelles couvertes par les plans diffèrent selon le territoire. Certains plans couvrent uniquement l'échelle des quartiers en politique de la ville, quand d'autres couvrent des échelles plus globales, communales ou intercommunales. Pour en savoir plus sur cette question, l'IREV, Centre de ressources politiques de la ville des Hauts-de-France, a interrogé plusieurs acteurs afin de porter un regard croisé sur cette thématique. C'est à partir du début des années 2000 que le local, le territoire, a été envisagé en France comme le support privilégié de la lutte contre les discriminations, notamment ethno-raciales. Au début des années 2000, on a eu les projets Equal qui ont été impulsés par l'Union européenne et qui ont favorisé l'émergence dans les territoires de réseaux d'acteurs publics, privés ou associatifs qui étaient à ce moment-là surtout spécialisés dans le champ de l'emploi. Mais c'est surtout la politique de la ville qui a joué un rôle pilote dans la territorialisation de la prévention et de la lutte contre les discriminations, puisque auparavant, dans les années 80 et 90, la politique de la ville servait surtout de support local pour la politique d'intégration des immigrés. Et à partir de la fin des années 90, quand la question des discriminations a été mise sur l'agenda politique, eh bien, la politique d'intégration va s'enrichir d'un nouveau volet qu'on va appeler lutte contre les discriminations. Alors, cet encastrement de la lutte contre les discriminations dans la politique de la ville, elle était censée permettre avant tout d'apporter des réponses de proximité, notamment pour faciliter l'accès aux droits des habitants des quartiers populaires. Et puis, il y avait aussi cette idée que la catégorie territoriale permettait de mener des actions positives, ou qu'on appelle parfois de discrimination positive, sans avoir besoin de recourir à des catégories ethno-raciales pour définir le public bénéficiaire de ces actions. Nous étions en fait à une double échelle. On a mobilisé les différents acteurs qui œuvraient à une échelle supra-contrat de ville, donc MEL, départementale ou régionale. On a mobilisé plutôt sur les thématiques en étant vigilant à ce que les discriminations et les difficultés que pouvaient rencontrer les habitants des quartiers prioritaires soient connus et reconnus. Donc on est à la fois en fait dans le cadre de la politique de la ville, puisqu'en fait c'est une annexe du contrat de ville, c'est pas le plan métropolitain de lutte contre les discriminations, mais le travail a été effectué avec l'ensemble des acteurs présents sur la métropole. Alors, les discriminations sont structurelles et donc il faut une réponse également structurée et globale, pilotée par une organisation telle que une agglomération, même si souvent les plans de lutte contre les discriminations sont annexés au contrat de ville. Nous avons fait le choix de l'élargir à l'ensemble des 36 communes du territoire. En effet, même si l'on sait que dans les quartiers politiques de la ville, les habitants sont massivement impactés par ces phénomènes de discrimination, il n'en demeure pas moins que les victimes et les auteurs discriminants se trouvent bien souvent aussi en dehors de ces périmètres. Je ne pense pas la méthode en fait d'aller chercher les thématiques, les politiques publiques, d'abord pour pouvoir parler des discriminations, les sensibiliser, parce qu'il y a quand même un gros travail de sensibilisation par rapport à tous les acteurs, et ensuite en fait revenir sur les questions d'origine, les questions de lieu de résidence et par conséquent des habitants des quartiers prioritaires, avait du sens en fait. Le travail de sensibilisation a vraiment été important, et si on était parti directement par rapport aux problématiques des habitants des quartiers, je pense qu'on n'aurait peut-être pas réussi le pari.
c'est notamment dans le cadre des politiques de droit commun. Le logement, l'emploi, la santé et en moindre mesure en fait l'éducation, puisqu'on y a travaillé plus tardivement. Mais ces acteurs-là, en fait, les partenaires, l'Union régionale de l'habitat, l'Ordre des médecins ou les acteurs de l'emploi, en fait, agissent pour des publics, une thématique, et pas forcément, en fait, ils n'ont pas forcément le regard politique de la ville en tant que tel quartier prioritaire. Donc du coup, voilà, ça les a mobilisés, ça leur a fait comprendre, en fait, qu'il pouvait exister des discriminations au niveau de leur secteur et qu'il fallait agir, et le fait, en fait, de les montrer par les études et par le travail autour de la politique de la ville, nous a permis en fait de les engager dans le cadre de notre contrat de vie, en fait, simplement. Alors en pratique, quel bilan est-ce qu'on peut faire de l'action territoriale menée contre les discriminations dans le cadre de la politique de la ville? Et on se rend compte que les outils de la politique de la ville, principalement les diagnostics territoriaux, les actions de formation, sensibilisation des professionnels ou les plans de lutte territoriaux, ces différents outils ont montré un certain nombre de faiblesses, de limites sur lesquelles je peux revenir. Tout d'abord, ce qu'on constate, c'est que l'inscription de la lutte contre les discriminations ethno-raciales comme un axe transversal des contrats de ville dépasse rarement, on pourrait dire, le simple affichage d'intentions très générales sur ce sujet. Et dans beaucoup de territoires, on doit regretter l'absence de véritables stratégies qui soient précises en termes d'actions à mener, qui soient évaluables également et appuyées sur de véritables diagnostics. Une stratégie territoriale, ça ne peut pas consister uniquement dans l'affichage d'intentions, aussi généreuses ou morales soient-elles. Pour se convertir en action, pour changer la donne, une stratégie doit se concrétiser dans un certain nombre d'instruments d'action publique, des procédures, des budgets, des moyens humains, des dispositifs de pilotage, des démarches d'évaluation. Et dans la pratique, on est souvent loin de ce niveau, on pourrait dire, d'institutionnalisation de la lutte contre les discriminations. Une autre limite que je voudrais souligner, c'est celle de l'échelle d'action de la politique de la ville. Les établissements publics de coopération intercommunale sont considérés aujourd'hui comme l'échelle pertinente du pilotage de la politique de la ville en général et de la lutte contre les discriminations en particulier, mais la politique de la ville continue massivement d'obéir à une logique de proximité. Et cette logique de proximité, elle ne permet pas d'appréhender les mécanismes discriminatoires à la bonne échelle. De fait, ce n'est pas dans le périmètre étroit des quartiers que se produisent l'essentiel des discriminations, mais bien à une échelle beaucoup plus large. Et c'est donc à cette échelle large, qui correspond peu ou prou à l'échelle intercommunale, qu'il faudrait mobiliser les institutions locales pour tenter de prévenir ou de lutter contre les discriminations. Or, ce qu'on voit concrètement, c'est que cette mobilisation à l'échelle intercommunale, elle apparaît souvent difficile dans les territoires. Et les différentes politiques sectorielles intègrent d'autant moins l'enjeu des discriminations que cet enjeu apparaît souvent identifié à des techniciens ou à des élus dédiés à l'échelle d'une commune ou d'un EPCI. Ces élus ou ces techniciens dédiés, souvent, ils sont isolés dans leur institution, ils n'ont pas véritablement de capacité à entraîner derrière eux leur institution d'appartenance et encore moins entraîner les autres institutions locales. Or, l'efficacité d'une politique territoriale de lutte contre les discriminations, ça suppose un portage politique fort. Et j'entends ici par portage politique pas seulement l'engagement des élus, mais également l'engagement des directions, des administrations, des entreprises, des associations, sans quoi la lutte contre les discriminations, finalement, repose uniquement sur les épaules d'un référent ou d'un chargé de mission lutte contre les discriminations, sans avoir d'effet très significatif sur les organisations, les institutions, dans leur ensemble, à l'échelle d'un territoire. Un autre problème qui est là aussi lié à l'échelle d'intervention de la politique de la ville, c'est que cette
politique cible des quartiers dits prioritaires. Et ce ciblage me semble problématique notamment parce qu'il tente à inverser l'imputation des responsabilités dans les phénomènes discriminatoires. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que la politique de la ville, pour l'essentiel, ça consiste à remettre à niveau des individus, des habitants, dans une logique qui relève soit de l'intégration, soit de l'insertion. Et ce faisant, on fait comme si les déficits, les handicaps de ces personnes étaient la cause des inégalités subies par ces individus ou ces personnes. Alors que la lutte contre les discriminations invite au contraire à déplacer le regard vers des pratiques collectives, vers des pratiques institutionnelles, des pratiques d'entreprise ou d'institution. Et ce sont bien ces pratiques qu'il s'agit de transformer et pas les caractéristiques de ceux qui sont victimes des discriminations, ce que la politique de la ville tente souvent de faire.